c'est Marianne. Alors si vous me connaissez, vous le savez déjà, et si vous me connaissez pas, vous l'avez deviné avec le titre. Je suis fiancée. On est en plein préparatif, c'est prévu pour mai 2020, et quand j'ai commencé mes recherches sur le sujet, sur YouTube et sur internet, je trouvais que le YouTube français était très pauvre à ce sujet, et du coup j'ai dévoré toutes les vidéos qu'il y avait en France qui parlaient de mariage et d'organisation, et puis il n'y en a pas beaucoup, et j'ai regardé aussi beaucoup de vidéos des US, mais les Américains n'ont pas la même approche du mariage que nous, ce qui est normal puisqu'on n'a pas la même culture. Du coup je me suis dit que j'allais lancer une petite série sur le sujet et que peut-être du coup ça en aiderait certains. Je vais vous parler de notre expérience d'organisation, je vais vous donner aussi des petits conseils pour vous aider à organiser votre mariage avec une approche écologique. Alors, mise en situation, on vient de vous demander en mariage, ou vous venez de faire votre demande en mariage, par quoi on commence? Déjà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de profiter. Mais vraiment, les premiers moments, je trouve, sont tellement forts en émotion. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer, qui est hyper excitant. Et je trouve que c'est vraiment très important de savoir savourer ce genre de moments parce que c'est des moments très forts et très beaux à partager ensemble. Donc, profitez. Ensuite, l'étape qui suit en général, c'est l'annonce à vos proches. Donc après, à vous de voir comment vous voulez procéder. En tout cas, nous, au moment de la demande, on était en voyage en Thaïlande avec des amis et c'était hyper important pour nous de prévenir nos parents en premier. Donc c'est ce qu'on a fait, nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs. Et ensuite, on a retrouvé nos amis pour aller dîner le soir et on leur a annoncé à ce moment-là. Et après, quand on est revenu en France, on a essayé de voir des groupes d'amis pour faire des annonces officielle avec tout le monde. Après, il y a quelques amis que j'ai vus individuellement à qui je voulais vraiment l'annoncer de vive voix. Et après, pour tous les autres qui habitent un petit peu loin, la famille qui est peut-être un petit peu plus éloignée aussi, là, du coup, oui, on a envoyé des petits messages quand même personnalisés. Donc voilà, en général, c'est ce qui suit, c'est de prendre le temps d'annoncer cette grande nouvelle à tous vos proches. Un autre point qui m'a vachement surpris et qui peut aussi vous prendre au dépourvu, comme ça nous a fait à nous, c'est que à peine le lendemain de la demande, on avait déjà des personnes qui nous demandaient « Et alors, c'est prévu pour quand ?» Évidemment, on n'en avait pas du tout parlé et c'est normal de ne pas en avoir encore parlé le lendemain de la demande en mariage. En fait, c'est bête, mais il y a la demande et tout de suite tu dis « Ouais, on va se marier, trop bien !» Et puis c'est vrai que tu parles pas du tout de la date en fait. C'est quelque chose dont il va falloir discuter à un moment, bien sûr, mais c'est pas une des premières choses à voir. Ensuite, ce qui suit en général, et après ça dépend des circonstances de la demande, mais peut-être qu'au moment de la demande, il n'y avait pas forcément de bague de fiançailles, et peut-être que vous avez envie d'en avoir une. Moi j'ai été très chanceuse, pour le coup j'ai eu le droit à 2 bagues. Je vais vous expliquer. Du coup Pierre-Alain a choisi une bague tout seul, mais il n'avait pas envie de prendre une bague qui coûte très cher dont il n'est pas sûr du choix. Donc il a pris une petite bague mais vraiment hyper chou pour pouvoir faire sa demande avec une bague, donc pas à un prix exorbitant. Et quand on est rentré, on en a choisi une ensemble qui nous plaisait à tous les deux. Donc voilà, parenthèse refermée, mais ça peut aussi donner des idées s'il y en a qui veulent faire une demande mais qui ont peur de prendre une bague qui coûte trop cher. Vous prenez une petite bague toute mignonne que vous avez choisie et que vous aimez beaucoup, qui sera une bague aussi très sentimentale, qui sera donc la bague de la demande. Et après, si vous avez les moyens et le budget, de choisir une bague avec votre fiancé. Et c'est cool de pouvoir choisir sa bague avec son ou sa fiancée, je trouve. Donc nous, pour choisir ma bague de fiançailles, je vous ai dit donc au début de la vidéo qu'il va y avoir une approche écologique. Du coup, pour ma bague de fiançailles, je savais que je voulais une pierre blanche, mais que je ne voulais pas de diamant pour des raisons écologiques et éthique. Et du coup, au fur et à mesure de mes recherches, je suis tombée sur une pierre qui s'appelle donc la moissanite. Donc c'est une pierre qui est complètement éthique, qui est écologique et qui en plus brille plus que le diamant et qui coûte un petit peu moins cher aussi que le diamant. Après, ça dépend à quel point vous voulez une pierre précieuse, très précieuse. C'est chacun fait ce qu'il veut évidemment. Pour ce qui est de la matière de l'anneau, j'ai choisi du platine parce qu'apparemment ça dure plus que de l'or blanc dans le temps. C'était assez compliqué à trouver, mine de rien. La moissanite, c'est très répandu, paraît-il, aux États-Unis et ça arrive tout doucement en Europe, mais c'est pas encore bien installé. Et du coup, c'était important aussi de pas choisir un bijou qui est importé des États-Unis parce que ça aurait pas eu de sens en fait que ça vienne d'aussi loin. J'en ai pas trouvé en France, en tout cas pas dans le style que j'apprécie. Et du coup, j'ai trouvé un joaillier qui était en Grande-Bretagne, donc ça allait parce que c'était assez proche. Ils étaient hyper réactifs, hyper disponibles, vraiment adorables par message. Et très efficace aussi. La bague, il me semble qu'après la commande, elle est arrivée 3 semaines, 1 mois après, ce qui est pas très long, mine de rien. Il fallait quand même le temps qu'elle soit fabriquée, mais en tout cas, oui, c'était parfait. C'est exactement la bague que je voulais, donc j'étais très contente. Alors maintenant, on va commencer à vraiment rentrer dans l'organisation pure du mariage.
Et du coup, la première chose que je vous conseille, c'est de vous inscrire sur mariage.net et de télécharger l'application sur votre téléphone. Donc c'est un site de wedding planning qui est hyper complet, qui nous aide vraiment beaucoup, dans laquelle vous pouvez faire vos plans de table, vous pouvez faire votre liste d'invités, il y a une communauté qui est derrière avec un forum avec plein de topics. Il y a un endroit spécialisé pour chercher tous les types de prestataires dont vous allez pouvoir avoir besoin. Et surtout, ce qui nous aide beaucoup sur ce site, c'est qu'il y a une to-do list en fait, avec un décompte en fonction de la date de votre mariage. Donc et c'est pour ça que je fais aussi ces vidéos et c'est dans le même objectif, entre 10 et 12 mois, il faut que vous ayez effectué cette tâche-là, cette tâche-là, cette tâche-là. Et chaque tâche est associée à plusieurs articles avec un petit descriptif qui va donc vous aider dans votre démarche. Bref, c'est vraiment hyper complet, c'est complètement gratuit. Donc je vous recommande vraiment ce site qui est vraiment au top. Une des choses qui est hyper importante aussi à faire dès le début, c'est d'établir un budget. Pareil sur mariage.net, il y a un petit graphique qui peut vous aider avec des idées de prix de base et vous pouvez entrer vos propres prix pour avoir une idée de votre budget, comment peut se répartir votre budget maximum par catégorie de prestataires. Du coup, faites une première estimation de ce que vous pouvez mettre dans votre mariage et aussi demandez à votre famille, peut-être qu'ils ont prévu de participer à votre mariage, mais il faut en discuter pour le savoir. Donc voilà, tout ça, vous réunissez toutes les informations et vous faites une première idée du budget que vous voulez avoir pour votre mariage. Un autre point auquel il faut penser dès le début, c'est le nombre d'invités et du coup ça va vachement influer sur le budget de votre mariage. Donc faites une première liste approximative des invités que vous aimeriez avoir à votre mariage. Réfléchissez aussi si vous voulez que les enfants soient conviés ou non. Pensez aux plus un aussi, ça peut très vite monter avec les plus un, croyez-moi. Même si c'est approximatif, c'est bien d'avoir une première idée par rapport au budget et tout le reste. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'aller à des salons de mariage. Nous, c'est ce qu'on a fait. Il se trouvait que ça tombait plutôt bien. On est parti donc en voyage en janvier et début février, il y a un super salon. Du coup, on connaissait encore rien. Je crois qu'on n'était même pas encore inscrit sur mariage.net. On était vraiment en découverte totale de tout cet univers. Et le salon dont je vous parle s'appelle Love Etc. Il a lieu donc tous les ans en février. Et c'est un salon vraiment qui est tout petit. Il n'y a pas énormément de prestataires non plus, mais du coup qui est un petit peu plus chaleureux, où il y a un peu plus de rapport avec les gens, un peu moins ce côté entreprise, prestataire et client, et qui est du coup très agréable. Le fait d'aller à des salons, ça permet de rencontrer des gens et de se faire une première idée, et ça c'est cool. Une autre question aussi qu'on s'est posée au début et que vous devriez vous poser aussi, est-ce que vous avez besoin d'un wedding planner ? Ça dépend vraiment beaucoup de ce que vous faites dans la vie, si vous êtes tous les deux actifs, si vous travaillez beaucoup ou non. Il se trouve que les wedding planners, donc ils ont plusieurs types de formules, ça coûte quand même assez cher, il faut savoir. Ils ont soit une formule où ils s'occupent de tout, donc c'est la formule qui coûte le plus cher, et où ils sont là aussi le jour J. Il y a aussi une formule où ils sont là uniquement le jour J. Il y a d'autres types de formules, je les connais pas toutes. Nous, on a décidé de ne pas en prendre parce qu'on a la chance d'avoir des métiers qui nous permettent d'obtenir du temps libre et d'organiser notre temps de travail un petit peu comme on le souhaite puisqu'on est intermittent du spectacle tous les deux. Donc on a choisi de ne pas en prendre, déjà pour une raison économique évidemment et parce qu'on peut se permettre aussi d'organiser tout ça nous-mêmes puisqu'on peut se débloquer du temps pour ça. Mais si vous avez vraiment un boulot qui vous prend tous les deux beaucoup trop de temps et que vous n'avez pas du tout le temps de vous en occuper, je vous conseille franchement de prendre un wedding planner parce que mine de rien ça prend beaucoup de temps, les visites, les recherches, c'est quelque chose de très complexe et peut-être qu'aussi eux sont plus à même de vous obtenir des prix avec certains prestataires avec lesquels ils ont peut-être l'habitude de travailler, donc peut-être qu'au final vous allez y gagner niveau argent. Ça peut en sauver certains par rapport à l'organisation je pense. Un autre point aussi qui est très important et qui va vous aider à voir comment organiser tout ça pour la suite, c'est de définir le lieu dans lequel vous voulez célébrer votre mariage avec tout le monde. Est-ce que ça va être le lieu dans lequel votre fiancé a grandi? Est-ce que ça va être le lieu dans lequel vous avez grandi? Ça peut être dans plein d'endroits ou alors un lieu complètement différent et c'est ce qui est le cas d'ailleurs pour nous. Il se trouve qu'au début on cherchait un lieu de réception dans un endroit où Pierre-Alain avait l'habitude de partir en vacances pendant toute son enfance et que je connais bien maintenant parce qu'on va régulièrement en vacances là-bas aussi avec sa famille. Et on cherchait donc un lieu de réception dans ce coin-là, mais on n'a pas trouvé la perle rare. Donc on a commencé à chercher un petit peu ailleurs et à s'éloigner de ce lieu. Et donc on n'est pas si loin, on est à 1 heure il me semble de route de ce lieu de vacances, mais du coup c'est vraiment dans une zone qu'on connaît pas du tout et c'est hyper sympa aussi parce que du coup ça nous permet de découvrir une nouvelle région. Donc ça fait tout autant sens de le faire dans un lieu que vous connaissez pas du tout puisque c'est un moment spécial justement.
Et il y avait un côté pratique aussi parce que ce lieu qu'on a choisi est plus proche de Paris. Et du coup, comme il y a une grande partie des invités qui habitent en région parisienne, pas que évidemment, mais une grande partie, il y avait moins de route si on choisissait ce lieu de réception-là que si on prenait par exemple la région où on a l'habitude de partir en vacances avec la famille de Pierre-Alain. Donc voilà, on l'a choisi pour des raisons écologiques aussi, mais surtout parce qu'on a craqué vraiment sur le lieu qui est incroyable. Toujours par rapport au lieu de réception aussi, soyez vigilants parce qu'il y a des fois où il y a des promos et ça a été le cas pour nous, on a visité en février et comme on était en février, donc c'est le mois de la Saint-Valentin, et il y avait une promo qui se terminait à la fin du mois et dont on a pu bénéficier, qui nous a permis d'avoir quand même 1000 € de réduction, donc c'est quand même pas rien. Potentiellement en fonction des périodes, peut y avoir aussi des petites réductions, pareil si vous vous mariez hors saison, donc ça peut être aussi un autre moyen d'économiser un petit peu d'argent. Donc prospectez un maximum de lieux dans la mesure du possible pour pouvoir faire votre choix. Mais c'est quand même bien pour se projeter d'aller sur place pour pouvoir visiter le lieu, je pense que c'est quand même important. Et un autre point hyper important, si jamais il y a un traiteur qui est rattaché au lieu de réception que vous convoitez, vérifiez que sa cuisine vous convient. Par exemple, nous on savait qu'on avait besoin d'un traiteur qui sache faire du végétarien. Il se trouve que le lieu de réception n'imposait pas le traiteur, mais ça peut être le cas dans certains lieux. Ça nous aurait bien embêté si jamais il y avait un traiteur qui était associé au lieu qu'on a choisi et qui proposait pas de repas végétarien et qu'il n'y avait pas d'option végétarienne. S'il y a un traiteur qui est rattaché, vérifiez si sa cuisine vous convient ou pas, ça c'est vraiment hyper important. Et enfin, le premier gros point qui concrétise toute cette organisation et qui conclut cette première vidéo qui parle d'organisation de mariage, c'est de booker le lieu de réception de votre mariage. Il faut faire vraiment hyper attention parce qu'il y a des lieux qui sont bookés hyper longtemps à l'avance et c'est pour ça que c'est important de s'y prendre 1 an ou plus à l'avance parce qu'il y a des lieux qui sont bookés des fois 2 ans à l'avance. Donc voilà, faire la réservation et être sûr que vous ayez votre date et ça va vous débloquer tout le reste en fait. Et voilà du coup les premiers points sur lesquels on a commencé à faire notre préparation de mariage. Donc je vais faire plusieurs épisodes, ça va être sous forme de décompte. Donc la vidéo que vous êtes en train de regarder, donc c'est la première et c'est 1 an ou plus à l'avance. La prochaine du coup ce sera 10 à 12 mois, etc. etc. Et comme ça va vous permettre d'avoir aussi un retour presque en temps réel, tant que c'est encore frais en tout cas dans ma tête. En tout cas j'ai beaucoup aimé tourner cette petite vidéo et parler de tout ça parce que je suis vraiment en plein dedans en ce moment, donc je suis contente de pouvoir partager ça avec vous et du coup je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2.